Donc bonjour tout le monde, bienvenue dans cette deuxième conférence de la semaine de la pensée antispéciste. Donc c'est la deuxième édition, elle est organisée par l'association Sentience Rennes. Donc Sentience Rennes, c'est une association étudiante antispéciste basée sur le campus de Rennes 2. Donc on organise des actions de sensibilisation principalement directement sur le campus, donc des projections, des stands, des conférences, pour ouvrir le débat sur les questions de la cause animale. Donc aujourd'hui, je vais laisser la parole à Victor pour vous donner plus de détails sur la semaine de la pensée antispéciste et sur notre invitée Virginie Simoneau-Gilbert. Bonsoir à tous. Alors déjà quelques petits détails pratiques. Donc vous avez des masques et du gel si vous voulez à l'entrée de la salle. Aussi pour vous dire que l'ASPAS, c'est un événement, une semaine entière d'événements qui est à prix libre, mais qui n'est pas gratuit à organiser. Donc n'hésitez pas à participer pour nous aider à financer cette super semaine. Et pour ce faire, vous pouvez scanner le QR code que vous retrouverez aussi sur la table avec toutes les ressources pour accéder à la page Hello Asso de l'ASPAS. Et vous pouvez aussi laisser quelques sous dans la cagnotte, dans la boîte qui est également sur la table, si vous voulez, pour nous aider. Il y a aussi des badges, des ressources à prix libre, des marque-pages. Donc voilà, n'hésitez pas à en prendre. Aussi, on a pour toute cette semaine 2 groupes Telegram sur lesquels vous pourrez retrouver toutes les infos, les changements éventuellement de dernière minute, les renseignements sur les lieux, des photos des événements de la veille. Donc vous pouvez les rejoindre de nouveau, des QR codes ou en venant nous voir tout à l'heure à la fin quand il y aura un petit buffet. En fait, n'hésitez pas à ne pas partir en courant à la fin de l'événement et à plutôt rester, discuter, manger, échanger. Voilà. Un tout petit point sur le programme de demain, il y a un mini changement. Donc finalement, l'atelier du matin a été déplacé à vendredi matin, donc l'atelier théâtre. Et donc ce sera le vendredi matin à un bar qui est à Sainte-Anne, qui s'appelle l'atelier de l'artiste. Voilà. Et donc demain à 16h, vous avez au bar l'Amaryllis, vous avez un atelier lecture et discussion autour du livre Le règne animal de Barbara Daniels, qui sera fait par Jean-Marie Goater. Et le soir à 18h15, vous avez à l'Université Rennes 2 une projection suivie d'une conférence. Donc la projection, c'est un documentaire écoféministe qui s'appelle « Ce monde n'est pas fait pour nous », suivi d'une conférence qui s'appellera « Pluralité des écoféminismes, fluidité dans les luttes », présentée par Aurora Chapon. Et je suis sûr que ce sera passionnant, alors venez à Rennes 2 ce soir-là. Et il y a aussi samedi, ça nous paraît important de le rappeler, samedi à 11h, place de la République, il y a une manif anti-corrida dans le cadre de la loi qui sera peut-être votée, adoptée bientôt à l'Assemblée. Donc pareil, rejoignez-nous et il y a un moment dans la semaine où on va préparer des pancartes pour cette manif, donc n'hésitez pas. Voilà, je vous ai déjà parlé du buffet, je vous le rappelle, ne partez pas en courant à la fin. Et il ne me reste plus qu'à vous présenter Virginie. Alors Virginie Simoneau-Gilbert est doctorante en philosophie à l'université d'Oxford. Ses champs de spécialisation incluent l'éthique animale, la psychologie morale, la philosophie politique et la philosophie du droit. Elle est également l'autrice de 2 livres portant sur l'histoire du mouvement de protection des animaux. Le premier, c'est « Que veulent les véganes ? La cause animale de Platon au mouvement antispéciste », coécrit avec Alexia Renard. Et le second, c'est « Au nom des animaux », et c'est en fait une histoire de la SPCA de Montréal, de 1869 à 2019. Voilà, c'est tout pour moi et je laisse la parole à Virginie pour cette conférence sur le bien-être animal en question. Alors, merci Victor pour la présentation. Merci aux organisateurs et organisatrices de l'ASPAS pour l'invitation et pour l'organisation impeccable de la semaine. Donc, ma conférence est intitulée « Le bien-être animal en question ». Donc, je tente un peu de définir cette notion qu'on entend vraiment partout, non seulement dans le mouvement antispéciste, mais aussi dans l'espace public. C'est une notion qui est toujours employée par les gouvernements ou par certaines associations. Donc, voici le plan de la conférence. Donc, je me propose de vous offrir une petite introduction à la notion de bien-être, une introduction qui est historique. Donc, juste pour un peu contextualiser cette notion dans l'histoire de la philosophie.
Et ensuite, je vais examiner 3 théories du bien-être animal, l'hédonisme, la satisfaction des désirs ou des préférences et la théorie de la liste objective. Donc, je vais revenir sur ces termes évidemment. Puis, la thèse principale de ma présentation, c'est qu'on doit élargir la notion de bien-être animal pour la faire reposer non pas seulement sur l'absence de souffrance ou la satisfaction de certains plaisirs. Donc, je m'intéresse aussi aux implications pratiques d'élargir la notion de bien-être animal qui est trop étroite dans la manière dont elle est utilisée en ce moment. Donc, introduction générale, qu'est-ce que le bien-être? En général, on considère que le bien-être, c'est ce qui est bon pour un individu, ce qui l'affecte positivement, ce qui rend sa vie bonne. Donc, c'est une notion très générale qui est souvent liée à la notion d'une bonne vie ou d'une vie qui vaut la peine d'être vécue. Donc, c'est ce qui rend une vie, disons, positive, pleine d'expériences positives pour un individu. Et c'est une notion qui est vraiment centrale et importante, en fait, dans le monde anglo-saxon et dans la philosophie anglo-saxonne depuis le 18e siècle, alors qu'en France, la philosophie morale s'est surtout développée autour de Kant. Donc, la notion de bien-être est vraiment centrale plutôt aux théories morales telles que développées en Angleterre, aux États-Unis. Donc, c'est une notion importante dans le monde anglo-saxon parce que c'est une notion qui est centrale à la théorie utilitariste, qui a été développée par Jeremy Bentham et John Stuart Mill, donc 2 philosophes anglais qui ont vécu respectivement de 1748 à 1832 et de 1806 à 1873. Donc, vous voyez Bentham à gauche avec son petit chapeau, et dont la momie est conservée à Londres d'ailleurs. Et vous avez à droite John Stuart Mill, autre père fondateur de l'utilitarisme anglais. Donc, l'utilitarisme, c'est cette théorie morale selon laquelle la meilleure action est celle qui maximise le bien-être de tous les individus sensibles affectés par une action. Donc, évidemment, ça inclut les êtres humains, mais également les animaux. Et donc, vraiment, la théorie morale, c'est un champ de l'éthique qui s'intéresse à ce qui rend une action bonne ou mauvaise. Et pour les utilitaristes, la réponse est simple. Une action est bonne quand elle maximise le bien-être de tous les individus concernés. Ce qui explique pourquoi la notion de bien-être a été autant définie et explorée dans le monde anglo-saxon. Donc, depuis le 18e siècle, il y a 3 théories du bien-être qui ont été développées dans le monde anglo-saxon. La première, c'est l'hédonisme, selon laquelle le bien-être consiste à faire l'expérience du plaisir et à éviter la souffrance. Et c'est une théorie très influente quand vient aussi le temps de définir le bien-être animal, donc je vais y revenir. Il y a aussi la théorie de la satisfaction des désirs ou préférences. Donc, comme son nom l'indique, le bien-être consiste en la satisfaction des désirs ou préférences, donc c'est assez simple comme idée. Et il y a également la théorie de la liste objective, donc selon laquelle le bien-être consiste en une liste objective de certaines choses ou capacités. Par exemple, l'amitié, le savoir, la créativité, le développement de l'imagination, etc. Donc, c'est une théorie qui ne repose pas sur le plaisir ou les préférences des individus, mais qui est plutôt objective, donc qui établit une liste de certaines choses qui contribuent au bien-être, que les individus désirent ces choses ou non. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment une théorie objective. Donc, l'hédonisme accorde évidemment une grande importance à la sentience comme capacité qui permet justement de ressentir le plaisir ou encore la douleur, mais les 2 autres théories mettent plutôt de l'avant l'importance de l'agentivité. Donc, la sentience, c'est la capacité évidemment d'éprouver certaines expériences subjectives, positives ou négatives, dont le plaisir et la douleur, mais également toutes sortes d'émotions qui sont positives ou négatives. Alors que l'agentivité, de manière plus large, c'est la capacité d'initier des actions intentionnelles. Donc, ça présuppose certaines perceptions ou encore certaines croyances par rapport à son environnement, voir l'eau et croire qu'elle est là, initier cette action en fonction de la boire. Donc, ça présuppose aussi d'autres capacités perceptuelles, par exemple. Et c'est la notion qui est vraiment à la base de la satisfaction des désirs ou des préférences et du développement et l'exercice de certaines capacités. Donc, c'est vraiment une notion centrale aux 2 autres théories du bien-être. Donc, l'agentivité peut avoir une valeur parce qu'elle contribue au bien-être de certains individus, mais elle peut également avoir une valeur en soi. C'est souvent connecté à cette idée de la liberté, que la liberté aurait une valeur intrinsèque, mais je ne vais pas m'intéresser à ces théories aujourd'hui. Donc, un exemple, en fait, pour illustrer cette idée d'agentivité, c'est un exemple tiré en fait de l'article Citizen Canine, Agency for Domesticated Animals des philosophes canadiens Will Kimlicka et Sue Donaldson.
Donc, je trouve que l'exemple est vraiment un excellent exemple pour illustrer qu'est-ce que l'agentivité. Donc, par agentivité, nous entendons l'action initiée par le sujet, voulue par lui, qui s'accompagne d'une attente d'efficacité. Sharon Cross définit l'agentivité comme l'affirmation de son existence subjective ou de son identité à travers l'action concrète dans le monde. Être un agent, c'est affecter le monde de manière qui manifeste concrètement qui vous êtes, c'est vous voir vous-même et être vu par d'autres à travers les effets que vous avez et reconnaître vos actes comme étant en un certain sens votre propriété. L'agentivité ne requiert pas seulement que vous puissiez initier l'action, mais que votre action puisse avoir le résultat que vous visez. Dans bien des situations, cela suppose que les autres réagissent en vous considérant comme un agent. Par exemple, si la chatte saute sur mon clavier et miaule en ma direction pour avoir son dîner, et que je réponds en allant le lui servir, elle a exercé son agentivité. Si j'ignore ou ne comprends pas sa requête, son agentivité a été contrecarrée. Donc, un exemple qui illustre bien cette idée d'agentivité. Donc ça, c'était vraiment l'introduction à certains concepts et à l'histoire, en fait, de la notion de bien-être. Maintenant, je vais vraiment me plonger dans l'hédonisme et disons, quelle est l'idée principale de l'hédonisme et quelles sont ses faiblesses, pourquoi exactement cette théorie doit être vue. Donc l'hédonisme, tel que je viens de le dire, est une théorie selon laquelle le bien-être consiste à faire l'expérience du plaisir et à éviter la souffrance. C'est une idée qu'on trouve initialement dans l'introduction aux principes de morale et de législation de Jeremy Bentham. Donc, et John Stuart Mill va reprendre cette idée. Donc, Jeremy Bentham et John Stuart Mill soutiennent deux idées. Premièrement, l'utilitarisme et deuxièmement, l'hédonisme. Donc, quand ces penseurs soutiennent que le but de la morale, c'est de maximiser le bien-être. Évidemment, ils ont une définition plus étroite du bien-être et pensent que le bien-être, c'est tout simplement la satisfaction du plaisir. Donc, on doit maximiser le plaisir de tous les individus concernés par une action. Et c'est également une théorie qui a été assez influente pour comprendre le bien-être animal. Notamment, il y a plusieurs penseurs en fait qui ont défendu ou qui défendent toujours cette théorie. Évidemment, Jeremy Bentham et John Stuart Mill vont défendre cette théorie non seulement pour les êtres humains, mais également pour les animaux. Tout le monde connaît la phrase célèbre de Bentham selon laquelle ce qui compte moralement, c'est que les animaux puissent ressentir le plaisir ou la souffrance, et pas la capacité de raisonner ou encore d'avoir un langage complexe. Plus récemment, il y a aussi Richard Ryder, à qui on doit le terme spécisme, qui lui aussi soutient qu'une forme de dolorisme selon lequel les animaux, le but de la morale, c'est d'éviter de faire souffrir les animaux. Donc, il défend cette théorie. Et il y a également Peter Singer depuis 2013. Avant, il défendait une autre théorie du bien-être, mais maintenant, il est consacré vraiment à cette notion de bien-être entendue comme satisfaction du plaisir. Et il y a également Roger Crisp, moins connu, mais qui est professeur à l'Université d'Oxford et qui défend l'hédonisme à la fois pour les êtres humains et les animaux. Donc, je vous donne quelques références si le sujet vous intéresse et que vous voulez aller lire un peu plus là-dessus. C'est également une théorie du bien-être animal qui a été très influente dans l'espace public et notamment dans la manière dont on comprend politiquement le bien-être animal. La définition du bien-être animal que beaucoup d'associations vont endosser, c'est la définition du bien-être animal selon les 5 libertés. Et c'est une définition qui a été proposée en 1965 au Royaume-Uni et qui a été adoptée officiellement en 1979 par le UK Farm Animal Welfare Council. Et donc, c'est cette idée selon laquelle le bien-être animal repose sur 5 libertés: l'absence de faim, de soif et de malnutrition, l'absence de peur et de détresse, l'absence de stress physique ou thermique, l'absence de douleur, de lésions et de maladies, ou encore la possibilité pour l'animal d'exprimer les comportements normaux de son espèce. Donc, on voit en fait que parmi ces 5 libertés, il y en a 4 qui reposent sur l'idée que les animaux sont sentients et ressentent le plaisir ou encore la douleur. Donc, c'est vraiment une définition qui est très axée sur l'hédonisme. À part la dernière liberté qui repose sur l'idée d'un comportement normal ou naturel. C'est aussi une théorie qui a été endossée par beaucoup d'organisations de défense des animaux ou de protection des animaux, notamment l'Organisation mondiale de la santé animale. Encore, il y a aussi la RSPCA, donc qui est la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, qui a été fondée en 1824 et qui est donc la plus vieille organisation de protection des animaux au monde.
Et il y a aussi la American SPCA, donc qui est l'équivalent en fait américain de la SPCA, qui a été fondée à New York dans les années 1860, donc la plus vieille en Amérique du Nord. Et il y a également du côté de la France, évidemment, le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire qui a une page sur son site web entièrement consacrée aux 5 libertés. Donc, on voit que c'est vraiment une théorie qui a été influente dans l'espace public et auprès des gouvernements ou plusieurs associations importantes, justement pour, évidemment, baser leurs revendications et pour... donc, voilà. Par contre, l'hédonisme souffre d'un problème qui est assez évident, celui, en fait, qui consiste à dire que les êtres humains ne désirent pas seulement le plaisir dans la vie. Et il y a un philosophe qui s'appelle Robert Nozick qui a proposé une sorte d'expérience de pensée ou de contre-exemple qui est l'exemple de la machine à plaisir. Donc, c'est un exemple qu'il développe dans son livre « Anarchie, État et Utopie » qui a été heureusement traduit en français et qui est disponible chez les PUF. Et l'expérience de pensée va comme suit. Supposez qu'il existe une machine à expérience qui soit en mesure de vous faire vivre n'importe quelle expérience que vous souhaitez. Des neuropsychologues excellents dans la duperie pourraient stimuler votre cerveau de telle sorte que vous croiriez et sentiriez que vous êtes en train d'écrire un grand roman, de vous lier d'amitié ou de lire un livre intéressant. Tout ce temps-là, vous seriez en train de flotter dans un réservoir, des électrodes fixées à votre crâne. Faudrait-il que vous branchiez cette machine à vie, établissant d'avance un programme des expériences de votre existence? Donc, c'est cette idée qu'on peut être branché sur une machine à plaisir qui nous donnerait une sorte de vie absolument plaisante constamment jusqu'à la fin de nos jours. Et Robert Nozick pose la question suivante: est-ce que vous accepteriez de vous brancher sur cette machine, sachant que votre existence va être fausse? Elle va être plaisante, mais tout simplement fausse. Et la plupart des gens, en fait, répondent non. Et c'est aussi une expérience de pensée qui a évidemment inspiré les films La Matrice, donc qui est entièrement basée sur une expérience de pensée, celle de Robert Nozick, et qui a également inspiré le film The Truman Show, un peu moins connu avec Jim Carrey, mais dans ce film, on voit vraiment un personnage qui vit dans une sorte de décor de télévision. Et puis, il ne le sait pas, mais sa vie est fausse et toutes les personnes de son entourage sont en fait des figurants de télévision et son existence fait l'objet d'un show télé, d'où le titre de Truman Show. Donc, on voit aussi que c'est une expérience de pensée qui a beaucoup inspiré les réalisateurs de films de science-fiction. Et la théorie, en fait, l'exemple de Robert Nozick illustre 2 idées. L'hédonisme est une théorie incomplète du bien-être humain, même si la recherche du plaisir est une dimension importante, évidemment, du bien-être humain. On recherche du plaisir quand on mange, par exemple. Et évidemment, le bien-être humain est en bonne partie fondé sur le plaisir, mais n'est pas fondé uniquement sur la satisfaction du plaisir ou l'évitement de la souffrance. Et l'expérience de pensée illustre une deuxième chose, c'est que les êtres humains peuvent désirer autre chose que le plaisir, comme l'exercice de leur agentivité dans le cas de la matrice, par exemple, ou encore la vérité, donc vivre une expérience qui est authentique et qui est vraie, plutôt que vivre seulement une existence qui est plaisante. On a aussi de bonnes raisons de penser que l'hédonisme est une théorie fausse du bien-être et que ces contre-exemples s'appliquent également aux animaux. On peut penser à toutes sortes de mises en situation ou de contre-exemples qui viennent montrer que le bien-être animal ne dépend pas seulement du plaisir. On peut, par exemple, essayer d'appliquer la machine à plaisir sur des animaux ou peut-être une drogue du plaisir pour les animaux, mais potentiellement que ça challengerait certaines intuitions qu'on a sur le bien-être animal. Ça les mettrait vraiment à l'épreuve et sans doute qu'on voudrait dire que ce n'est pas parce qu'un animal a des expériences plaisantes que son bien-être est complet. On peut penser par exemple à des exemples de captivité forcée mais heureuse de certains animaux sauvages. Si un animal est gardé en captivité mais est heureux, et ne fait jamais l'expérience de la souffrance, soit physique ou psychologique, on aurait peut-être tendance quand même à dire que le bien-être de cet animal n'est pas maximal. Et peut-être qu'un animal a d'autres intérêts que simplement faire l'expérience du plaisir. Et on peut penser à des animaux qui ne peuvent plus se mouvoir, mais qui ne souffrent pas. Par exemple, Martha Nussbaum, qui est une philosophe très connue aux États-Unis, propose le cas du berger allemand Bear pour illustrer cette idée.
Donc, Bear était un berger allemand qui vivait avec deux, en fait, de ses amis à Martha Nussbaum et qui, à la fin de sa vie, a développé des problèmes de hanches. Mais le chien était médicamenté, il ne souffrait pas, en fait, mais il ne pouvait tout simplement plus se mouvoir. Donc, le chien ne souffre pas nécessairement au sens où il vit de la douleur. Il semblait quand même relativement heureux, faire l'expérience du plaisir, mais intuitivement, on dirait sans doute que le bien-être de ce chien était diminué. Donc, même si le chien faisait l'expérience de toutes sortes de plaisirs. Donc, j'ai plusieurs contre-exemples contre l'hédonisme. Une autre composante du bien-être animal et humain est la satisfaction des préférences ou désirs, donc qui est la deuxième théorie du bien-être. Un exemple en éthique animale de cette théorie, c'est évidemment Peter Singer avant 2013. Et Peter Singer défend deux idées, également l'utilitarisme comme Jeremy Bentham et John Stuart Mill, mais également l'idée selon laquelle le bien-être consiste en la satisfaction des préférences ou désirs. Et c'est un peu aussi ce que Robert Nozick veut montrer avec la machine à plaisir, c'est-à-dire qu'on peut désirer autre chose et avoir une préférence pour d'autres choses que le simple plaisir. Et Peter Singer, jusqu'à tout récemment, endossait cette théorie. Et pour lui, le but de la morale, c'était donc de maximiser le bien-être des individus, entendu ici comme satisfaction des préférences ou des désirs. Évidemment, il y a un lien très fort entre plusieurs préférences et le plaisir. Je peux avoir une préférence pour certains aliments qui vont me donner une plus grande source de plaisir que d'autres. Même chose aussi pour les animaux. Donc, les animaux semblent avoir des préférences pour toutes sortes d'objets qui leur donnent énormément de plaisir, mais le lien entre les préférences et le plaisir n'est pas toujours très étroit. Par exemple, les animaux ont souvent le désir d'interagir avec des membres de leur groupe, que cette expérience soit plaisante ou non. Donc, c'est un exemple qui est mentionné par Peter Singer. Ils peuvent avoir des préférences pour l'avenir qui vont au-delà du plaisir immédiat, dans le cas des animaux qui ont une mémoire à long terme ou encore un sens de l'avenir assez développé, donc qui semblent avoir des préférences pour autre chose que simplement le plaisir. Ils peuvent avoir le désir d'explorer et de connaître leur environnement. Ils peuvent aussi vouloir défendre leur progéniture ou ils peuvent encore avoir un intérêt à contrôler leur environnement. Donc, on voit que les animaux peuvent avoir des préférences qui ne sont pas uniquement des préférences liées au plaisir. Par exemple, il y a des expériences qui ont été réalisées sur les singes, les rats et les souris qui suggèrent que ces animaux aiment contrôler la luminosité de leur environnement. Par exemple, quand un singe vit dans un environnement qui est sombre et qu'il peut modifier la luminosité de son environnement, il va activer cette fonction, cette espèce de commande qui lui permet d'augmenter la luminosité de son environnement. Et pourtant, ce n'est pas nécessairement une préférence qui est liée au plaisir. Ça ne lui donne pas nécessairement plus de plaisir, mais on voit peut-être que les singes, c'est une expérience qui a été réalisée sur des singes rhésus, donc peut-être que ces singes ont un intérêt à contrôler leur environnement. Et aussi, ils ont un intérêt à contrôler leur environnement qui est évident dans certains comportements de défense de leur territoire, par exemple. Donc, les animaux semblent avoir toutes sortes de préférences qui ne relèvent pas seulement du plaisir. Il y a un problème, par contre, évident pour cette théorie, c'est-à-dire que certaines préférences ne semblent pas contribuer au bien-être. Donc, c'est peut-être incomplet comme théorie, une fois de plus. On peut penser à toutes sortes d'exemples dans le cas des êtres humains, par exemple les dépendances. Quelqu'un peut avoir une préférence pour la cigarette, mais intuitivement, on n'aurait pas tendance à considérer que ça contribue au bien-être comme préférence. On peut aussi avoir toutes sortes de désirs autodestructeurs, des préférences qui sont formées dans un contexte oppressif, ou encore des préférences qui sont formées alors que les individus ne possèdent pas certaines informations importantes. Et donc, peut-être que ces préférences qui sont formées dans de tels contextes ne sont pas les meilleures et ne contribuent pas au bien-être. Donc ça, c'est un problème vraiment évident pour cette théorie. On peut aussi avoir un exemple assez intéressant pour les animaux de compagnie. C'est un exemple qui est proposé par Gary Varner, et c'est vraiment le désir ou la préférence d'un chat d'aller à l'extérieur dans certains environnements qui sont dangereux pour le chat, et dans certaines villes qui sont particulièrement hostiles. Par exemple, si je vivais avec mon chat que vous voyez à gauche, dans une ville profondément hostile aux chats, où il y a beaucoup de maladies, par exemple pour les chats, le sida du chat et tout, est-ce que vraiment ce serait une bonne idée de laisser le chat aller à l'extérieur? Est-ce que c'est une préférence qui pourrait contribuer à son bien-être? Donc ça, c'est vraiment un contre-exemple aussi intéressant dans le cas des animaux. Donc la solution pour cette théorie du bien-être, c'est d'être tout simplement plus précis
au sujet des préférences qui contribuent au bien-être animal ou au bien-être humain en général. Par exemple, dans le cas du bien-être animal, Gary Varner soutient que les préférences que les animaux qui contribuent au bien-être animal sont les préférences non seulement que les animaux ont, mais ce sont les préférences que les animaux auraient s'ils avaient toutes les informations en main et pouvaient les comprendre. Donc, on essaie d'imaginer si vraiment un chat avait toutes les informations par rapport à son environnement, est-ce que le chat voudrait quand même aller à l'extérieur? Donc, c'est une solution au problème. Il y a aussi Nicolas Agar qui va soutenir l'idée selon laquelle il faut prendre en compte les préférences actuelles des animaux, comme le désir du chat d'aller à l'extérieur, mais également leurs préférences futures. Donc, comme celles qui pourraient être frustrées par certaines maladies contractées par le chat à l'extérieur. Donc, si on laisse le chat aller à l'extérieur, oui, sa préférence actuelle est respectée, mais peut-être que s'il contracte certaines maladies, ses préférences futures vont être frustrées parce qu'il va être malade. Et donc, c'est vraiment cette idée qu'il faut aussi prendre les préférences futures possibles des animaux selon différents scénarios. Et sinon, il y a aussi Tom Regan, le père de la théorie des droits des animaux, qui soutient qu'il faut plutôt définir les préférences comme étant des préférences qui sont dans l'intérêt des animaux. Donc, ça aussi, c'est une autre solution au problème. Mais évidemment, ces solutions, en fait, font en sorte qu'on est face à un nouveau problème dans le cas des animaux domestiqués, et c'est celui du paternalisme. Donc, quand est-ce qu'on peut intervenir dans la vie des animaux domestiqués, par exemple, sous quel prétexte, comment, est-ce que vraiment on est justifié d'intervenir pour modifier leurs préférences ou déterminer quelles sont leurs meilleures préférences pour leur bien-être et tout. Donc, ça soulève quand même un autre défi important pour la philosophie morale, et aussi c'est un défi pratique qu'on rencontre tous les jours quand on interagit avec des animaux domestiqués, en particulier les animaux de compagnie. Et donc, là, j'en arrive à la troisième théorie, donc qui est la théorie de la liste objective, qui est assez différente des deux premières théories. Donc, la théorie de la liste objective, en bref, repose sur 3 idées. Premièrement, le bien-être consiste en une liste objective de certaines choses ou capacités. On possède un bien-être plus élevé quand on coche certaines cases de cette liste ou certaines choses de cette liste. Par exemple, quelqu'un qui développe un savoir plus grand qu'une autre personne peut être à un niveau de bien-être ou une vie bonne, justement, qui est vraiment meilleur qu'une autre personne. Donc, le savoir, c'est quelque chose qu'on peut cocher objectivement et qui contribue au bien-être. Même chose aussi pour la créativité. Une deuxième idée principale, c'est que le bien-être ne dépend pas des attitudes des individus. Donc, le fait qu'ils ressentent du plaisir ou satisfont certaines préférences. Donc, c'est en ce sens-là que c'est une théorie objective du bien-être. Ça ne dépend pas vraiment des individus ou de leur attitude. Et c'est également une théorie qui accorde une grande valeur à l'agentivité et à cette idée d'épanouissement des capacités, d'épanouissement de soi. Historiquement, c'est une théorie dont l'origine remonte à l'éthique à Nicomaque d'Aristote. Pour Aristote, il existe une forme d'essence ou de nature humaine, une sorte de télos, comme il l'appelle en grec ancien. Et l'essence de l'être humain est la rationalité pour Aristote. Les êtres humains possèdent une âme rationnelle, alors que les animaux possèdent une âme sensitive. Et donc, pour Aristote, le but de l'existence humaine est de développer et exercer sa rationalité. Donc, on voit que c'est une théorie qui repose vraiment sur cette idée d'épanouissement. Et Aristote vraiment fonde le but de l'existence humaine dans une capacité qui est la rationalité. Évidemment, les auteurs qui s'inspirent de cette théorie aujourd'hui ont mis de côté certaines idées, disons, difficiles à démontrer d'Aristote. Par exemple, les développements contemporains de cette théorie ne reposent plus sur l'idée de nature ou d'essence ou d'âme, parce que cette essence n'existe peut-être pas. Donc, déjà, les auteurs qui veulent défendre Aristote aujourd'hui vont devoir répondre à la question suivante. Est-ce que cette essence humaine existe? Et c'est loin d'être évident. Et si oui, comment doit-on la définir? Donc, les auteurs et autrices qui défendent cette théorie ne soutiennent plus non plus l'idée selon laquelle la rationalité serait le propre de l'être humain. Ça aussi, c'est une idée qui est tombée en désuétude. Mais ils soutiennent toujours l'idée d'épanouissement et de liste objective du bien-être. Donc, les développements contemporains reposent sur l'idée plus large qu'il y a des capacités associées à chaque espèce animale et que ces capacités doivent être développées à leur maximum. Par exemple, la capacité de voler pour les oiseaux ou encore la capacité de nager pour les poissons. Et les auteurs et autrices reprennent l'idée générale selon laquelle le bien-être reposerait sur une forme d'épanouissement.
Un exemple assez connu, en fait, c'est vraiment le livre de Martha Nussbaum, Frontiers of Justice, Disability, Nationality and Species Membership. Et selon Martha Nussbaum, il existe certaines capacités, en fait 10 capacités ou choses qui sont constitutives du bien-être animal. Il y a évidemment la vie, la santé corporelle, l'intégrité corporelle, les sens, l'imagination et la pensée, les émotions, la raison pratique, qui est un peu en fait une forme de rationalité que les animaux vont avoir quand ils tentent de satisfaire une fin. Donc, ils vont penser aux moyens à prendre, par exemple, pour parvenir à une fin. Donc, c'est ce qu'elle entend par raison pratique. Il y a aussi, comme 7e capacité ou chose associée à sa liste objective du bien-être, donc les relations positives, ce qu'elle appelle les affiliations, avec d'autres membres de son espèce, souvent des membres de sa famille ou encore des amis, donc d'autres membres de son espèce, avec qui on peut avoir des relations proches positives. Elle inclut également les relations positives avec des membres d'autres espèces. Elle inclut également le jeu et puis le contrôle de son environnement. Et évidemment, certaines choses où le développement et l'exercice des capacités semblent, encore une fois, souvent liés au plaisir ou encore aux préférences. Donc, les différentes théories du bien-être animal interagissent les unes avec les autres, mais certaines capacités des animaux ne semblent pas être liées au plaisir ou aux préférences et peuvent peut-être même avoir une valeur objective. C'est le cas, par exemple, de l'exercice de l'imagination. Dans la rêverie ou dans le rêve chez les êtres humains et les animaux, c'est une capacité qu'on peut valoriser, vraiment qu'on peut reconnaître comme ayant une certaine valeur, mais qui n'est pas nécessairement liée au plaisir ou aux préférences. Et à ce sujet, je vous recommande chaudement l'ouvrage When Animals Dream de David Peña Guzman. C'est un ouvrage qui est sorti cette année et qui est vraiment un des meilleurs ouvrages en cognition animale et en éthique animale que j'ai lu récemment. C'est vraiment un excellent livre. Donc, tout ça semble un peu théorique, mais il y a des implications pratiques également à définir le bien-être animal de manière plus élargie en fonction de certaines préférences ou certaines capacités. Donc, je pense qu'on peut élargir la notion de bien-être animal et la faire reposer sur justement ces trois théories. Donc, le bien-être animal serait fonction de trois théories. Donc, le bien-être animal comprend le plaisir et l'absence de souffrance, la satisfaction des désirs et préférences, le développement et l'exercice de certaines capacités. Et évidemment, il faut reconnaître que l'agentivité des animaux a une valeur car elle permet aux animaux soit de satisfaire leurs désirs et leurs préférences, d'initier une action en vue d'une fin ou de développer certaines capacités. La définition élargie du bien-être animal. Ça ici, il y a une petite répétition, mais donc une compréhension aussi élargie du bien-être animal nous mène aussi à élargir notre compréhension des torts qu'on cause aux animaux. Par exemple, évidemment, quand on leur cause la souffrance physique et psychologique, ou encore quand on frustre certains désirs et préférences en les gardant encagés, par exemple en gardant des cochons encagés toute leur vie, détruits de maternité, ou encore parce qu'on freine, disons, ou on empêche le développement de certaines capacités qui ont une valeur. À ce sujet, il y a d'ailleurs Daniel Povinelli, qui est un primatologue qui a beaucoup travaillé avec des chimpanzés qui avaient été élevés, mais en isolement. Donc, des chimpanzés qui, parce qu'ils ne pouvaient pas, en fait, exercer leur agentivité, souffraient d'un manque de développement, en fait. Donc, on s'est rendu compte que les chimpanzés qui avaient été élevés dans un contexte où ils ne pouvaient pas exercer leur agentivité, vraiment, avaient des capacités lacunaires, en fait, qu'il y avait des capacités que d'autres chimpanzés élevés dans un contexte, disons, social plus riche avaient, mais que ces chimpanzés n'avaient pas. Donc, on voit aussi que certaines pratiques sont problématiques parce qu'elles freinent ou empêchent le développement de certaines capacités chez les animaux. Et c'est une composante vraiment importante de leur bien-être. Aussi, une conception élargie du bien-être nous mène aussi peut-être à revoir nos théories des droits des animaux, notamment les théories des droits des animaux plus classiques, qui se fondent sur cette idée de droit négatif. Donc, ce sont des droits qui sont formulés sous la forme ne pas. Donc, on pense ici au droit à ne pas être traité simplement comme un moyen qui a été proposé par Tom Regan et Gary Frenchion, ou encore au droit à ne pas subir de dommages qui a été proposé par Tom Regan. Alors que, disons, de la théorie du bien-être élargie nous mène aussi à peut-être à revoir cette conception des droits, donc à aussi octroyer des droits positifs aux animaux, comme des droits A, donc qui permettent aux animaux de satisfaire certaines préférences et de développer certaines capacités.
Élargir aussi notre conception du bien-être animal nous mène à un nouveau cadre politique qui permet aux animaux d'exercer leur agentivité et non seulement de les protéger contre la souffrance d'origine humaine. Et ce nouveau cadre politique nécessite l'octroi de certains statuts politiques et la mise sur pied de mesures et d'espaces qui permettent aux animaux d'exercer leur agentivité et d'avoir un bien-être plus élevé. On peut penser à la citoyenneté pour les animaux domestiqués, la résidence pour les animaux des villes et la souveraineté pour les animaux sauvages. C'est une théorie qui est proposée entre autres dans Zoopolis de Wickham-Nicah et Sue Donaldson. Ou encore pour les mesures des parcs en ville, des viaducs qui permettent aux animaux liminaires et sauvages de traverser les routes, etc. Les animaux liminaires, ici, ce sont les animaux des villes qui ne sont ni sauvages ni domestiqués. Et il y a plusieurs cadres politiques qui soutiennent, donc qui proposent certaines idées dans ce genre. Donc, il y a évidemment Martha Nussbaum, il y a également Claire Palmer avec son livre Animal Ethics in Context, Zoopolis. Et plus récemment, il y a aussi un article qui a été publié par Nicolas Delon qui s'appelle Animal Capabilities and Freedom in the City. Donc, où... OK, Siri s'est activée sur mon ordinateur. OK. Désolée pour cette petite pause. Donc voilà d'autres cadres théoriques récents. Donc ça fait un peu le tour de ma présentation. Si vous voulez pousser un peu plus cette notion de bien-être, l'explorer un peu plus, je vous conseille fortement l'entrée bien-être dans l'encyclopédie philosophique qui est disponible en ligne. Évidemment, la notion de bien-être a surtout été pensée pour le bien-être humain. Donc évidemment, c'est beaucoup des exemples dans le cas, disons, des êtres humains qui sont proposés dans cette entrée philosophique, mais c'est à peu près, en fait, la seule contribution ou le seul article résumé de cette notion qu'on trouve en français. Sinon, si la notion de bien-être vous intéresse par rapport aux animaux, il y a aussi l'excellent article sommaire de Guy Fletcher qui s'appelle « Well-Beings and Animals » qui a été publié dans « The Routledge Handbook of Philosophy of Well-Being » et qui comprend aussi plusieurs articles sur le handicap et le bien-être, par exemple, ou juste des articles introductifs à certaines théories du bien-être. Donc, c'est vraiment un super manuel philosophique. Et il y a également l'article de Michael Appleby et Peter Sando, Philosophical Debate on the Nature of Well-Being, Implications for Animal Welfare. Donc, encore une autre lecture que je vous suggère fortement. Donc, voilà, merci de m'avoir écouté.